Nous allons répondre à la question que la jeunesse nous a demandé. Comment les Nations Unies sont arrivées en RDC? Comment la MONUSCO est arrivée en RDC? Comment les organisations internationales sont arrivées en RDC? Nous allons essayer de répondre à cette question pour que nous puissions lever l'équivoque de ne pas nous battre les uns les autres, de ne pas nous tuer. Chacun de nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin que nous puissions nous retrouver. Quand on se dit se retrouver, c'est avoir une maison bien équipée, avoir l'argent liquide pour répondre à ses besoins, avoir son propre véhicule, être capable de payer un billet d'avion, mais aussi vivre dans la paix et dans la tranquillité. Actuellement, la population n'a pas ce privilège d'être libre dans son propre pays. Les uns disent que c'est les organisations internationales qui ne font pas que la guerre puisse se terminer, parce que lorsqu'il y a la guerre ici en RDC, c'est quand ils trouvent de l'emploi. D'autres qui disent que c'est la MONUSCO parce qu'il facilite l'ennemi. Alors, la jeunesse ne se retrouve pas par rapport à ces questions. Mais je vais essayer de vous éclairer par rapport à cela. Vous devez savoir que quand nous travaillons, par exemple, ici avec la MONUSCO, quelqu'un qui travaille à la MONUSCO, les organisations internationales comme les ONG, les Nations Unies, lui, il est content parce qu'il reçoit son salaire chaque fin du mois et il ne peut pas aimer que vous puissiez dire que les Nations Unies puissent quitter en RDC parce qu'il va se demander qu'est-ce que je devais devenir. Mais pratiquement, la population se demande, celui qui dit qu'il y a l'insécurité et celui qui dit qu'il y a la pauvreté, mais la pauvreté ne finit pas. Alors, c'est inutile d'être avec lui. Cherchons la solution ailleurs. Non, nous allons répondre à cette question. L'insécurité et la pauvreté, ça peut se terminer à une seule journée. Il suffit seulement de dire que nous n'allons pas nous tuer avec les armes parce que nous ne fabriquons pas les armes. Et une fois les armes qui sont dans les mains des rebelles, les cartouches vont se terminer. C'est qu'il n'aura pas l'outil pour tuer son voisin ou quelqu'un d'autre. Mais en même temps, cela va nous permettre de cultiver nos champs, de faire notre élevage, et automatiquement la pauvreté va disparaître parce qu'il suffit de cultiver les haricots, c'est 4 mois, le maïs 4 mois, les soja 4 mois, et des légumes, les pommes de terre, les patates douces, dans moins de 6 mois. Si nous cultivons nos terres en RDC parce que nous avons 80 millions de terres, automatiquement la pauvreté va se terminer. Il n'y aura pas la malnutrition, il n'y aura pas quoi que ce soit, même les maladies qui nous accablent. Parce qu'actuellement, nous exploitons 1% de notre potentiel. Et comme ces ONG disent qu'il y a la malnutrition, il y a la faim, c'est pourquoi ils nous aident. Ils veulent changer de tactique automatiquement. Ils veulent amener des usines de transformation. Ils veulent changer leur méthode de travail. Donc, nous avons une grande responsabilité dans ce domaine. Alors, comment les Nations Unies est arrivée en RDC? Vous devez savoir qu'en Europe, on avait coupé le bois, on avait coupé leurs forêts parce qu'ils voulaient moderniser leur ville.
en construisant des routes, en construisant des industries, mais en voulant moderniser ces industries, ils sont tombés dans des carences. D'autres maladies ont survenu. Il y a aussi des accidents de circulation. Donc, à vouloir résoudre le problème de la mobilité avec la création de véhicules, les accidents ont surgi et qui ont tué beaucoup de gens. Et vous devez savoir actuellement, beaucoup de gens meurent par accident. C'était une invention humaine. On voulait résoudre un problème, mais on crée d'autres. Ils voulaient aussi faire des industries pour la transformation de nourriture, mais il y a aussi l'apparition de maladies, de cancers. Donc, c'était ça. Avec le temps, les matières premières se sont terminées. Ils devraient trouver les matières premières et la main-d'œuvre. C'était ça la question qui était dans la tête. Où trouver les matières premières, où trouver la main-d'œuvre pour leur industrie. C'est alors qu'il y a eu des explorateurs, des missionnaires qui sont venus à RDC. Tout en explorant, ils voyaient aussi le potentiel qu'ils pouvaient y trouver. Et ils sont allés donner rapport au chef, au roi, pour voir s'ils pouvaient exploiter la nation. C'est pourquoi vous allez vous rappeler l'histoire de Stanley. Stanley qui était en RDC. Les explorateurs, ils étaient envoyés. Lorsqu'il est rentré, il a proposé le business aux Britanniques, mais les Britanniques avaient refusé. Léopold II, qui a suivi son exploit de tourner en Afrique, il a proposé un deal parce que Léopold II voulait acheter des terres. Il avait un petit pays et il voulait acheter des terres en Asie, mais on lui avait refusé. Alors il devrait chercher ailleurs. C'est pourquoi il avait envoyé ses fonctionnaires chez Stanley pour voir s'il peut faire un deal et il peut faire un COP. Alors Stanley, qui est venu en Afrique, lui avait que l'objectif de prendre possession des terres. C'est pourquoi il devrait rencontrer les Mwami et signer des traités avec eux. Et dans cette même époque, de Brazza, qui était français, lui aussi il a parcouru l'Afrique de l'Ouest jusqu'à arriver au Congo-Brazza. Lui aussi il a signé des traités avec les Mwami. Vous devez savoir que les Portugais étaient ici au Congo avant que les Belges, avant les Français. Même aussi les Allemands, les Italiens, ils ont traversé, ils ont exploré le Congo, le royaume Congo, avant que les Belges puissent faire leur entrée au Congo. Mais les Belges, eux, avaient des objectifs dans leur tête, c'est d'avoir des terres. C'est pourquoi, comme la Belgique a vu, le Portugal a vu que les Belges, et ils signent des traités dans le but de montrer que c'est leur territoire. Les Français de même, ils sont allés au Parlement européen. C'est pourquoi en 1985, parce que cela a engendré des troubles entre ces trois pays, le chancelier allemand Bismarck, il a convoqué la conférence de Berlin. Si vous aviez étudié l'histoire de première, deuxième, même sixième, vous allez comprendre cela. Alors le but c'était, il y avait l'objectif de surface, mais l'objectif aussi de profondeur.
qui n'était pas aux yeux et aussi de tout le monde. Vous devez savoir, le but était de se partager l'Afrique sans pour autant se battre. Donc, comment on peut se partager l'Afrique sans pour autant se battre? C'est pourquoi vous allez voir que la France a pris une grande partie du territoire de l'Ouest, la Belgique a pris le centre, les Allemands, les Anglais et d'autres gens ont pris leur part. Vous devez savoir aussi, il y avait la question de savoir comment civiliser, comment mettre en valeur les partis, parce que la RDC était considérée comme un trou noir. La RDC était considérée comme quelque chose d'impénétrable. C'est pourquoi l'explorateur Harry Mosto Stanley, il a écrit à travers les continents mystérieux, et il avait proposé aussi au roi belge de construire les chemins de fer, parce qu'il a dit, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut rien. Vous devez savoir, les colonisateurs, lorsqu'ils sont venus, ils nous ont appris à cultiver le cacao, les vréas et les palmiers à huile. À ce moment-là, c'était du business florissant, parce que Karl Benz, il avait déjà fabriqué les véhicules, et l'Écossais John Bullock, il avait aussi inventé les pneus. C'est pourquoi le VA était la matière première recherchée en Europe pour répondre à ses besoins de pneus. Et comme le roi Léopold II et au niveau de l'Europe, c'était quelque chose qui était recherché, ici en Afrique, on avait expérimenté cette culture et cette culture a été florissante. Et le roi belge, avec cette culture, lui a rendu très riche, même richissime de son époque. Vous devez savoir que le roi Léopold II avait des ambitions qui étaient au-delà de ses moyens. Même s'il était riche, mais ils avaient des ambitions qui étaient au-delà de ses moyens de mettre en valeur la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, qui a une superficie de 2345 000 km², vous devez savoir, le mettre en valeur, ce n'est pas facile. Même jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint le potentiel de la RDC. Parce que nous sommes même en dessous de 5% du potentiel en RDC. Parce que je vous dis que si nous voulons développer le potentiel de la RDC, notre budget doit être au moins de 200 milliards par an. Si nous voulons dire que nous sommes en train de mettre la RDC en valeur. Tant que nous sommes en dessous de 20 milliards par an, c'est que nous n'avons pas encore mis le potentiel de la RDC en marche. Mais le jour où nous allons commencer à parler de 200 milliards, c'est là que nous allons dire que nous sommes en train d'exploiter la RDC. Et Léopold II, à son époque, avec le commerce de l'EVA, le caoutchouc rouge, il a été critiqué par ses contemporains et finalement, il était dans des difficultés de fonds, mais il avait des amis, Albert Tis et le baron Epen. Le baron Epen, qui était un ingénieur, mais aussi il a su construire des chemins de fer
il avait sa propre banque, mais il était un homme d'affaires, il était très riche. De même aussi, Tissville, l'officier Tiss était aussi un homme riche, il avait des contacts avec les Américains, avec des gens influents qui avaient beaucoup d'argent. C'est pourquoi il a su convaincre pour qu'on puisse construire le chemin de fer de Matadi jusqu'à Kinshasa. Vous devez savoir qu'au début, ce marché voulait être donné au groupe allemand. Mais les Allemands, ils avaient donné des conditions que si nous vous aidons à construire ces voies ferrées, nous allons contrôler la police, mais aussi l'espace qui est le long de la route. Cela n'avait pas pris plus les fonctionnaires, les conseillers du roi Léopold II. C'est pourquoi ils ont fait recours au barreau épée et Tiss, Albert Tiss, parce que vous savez, le Bas-Congo s'appelait Tissville en mémoire de Tiss. Barreau épée Epen, qui était un homme riche, lui avait la responsabilité de mettre le Kivu en valeur. C'est lui qui avait construit les voies ferrées de Kalemi jusqu'à Tanganyika et les voies ferrées qui est au niveau d'Imaniema. Mais aussi il avait construit des routes. À compensation, on lui avait donné le Maniema, donc le monopole de Maniema. Donc c'était comme ça comme les deals se sont passés. Et vous devez vous rappeler que le barreau épais, il a exploité plus de 50 ans. C'est vers les années 1997, parce qu'en 1928, on avait créé une entreprise qui devait exploiter les Nord Kivu. Et c'était la Konsenki qui a exploité aussi les Kivu jusqu'à ce qu'on a donné, ils avaient vendu leur part à Banro International. Mais vous devez vous rappeler que le groupe EP a exploité la RDC pendant plus de 50 ans. Comme vous devez le savoir, avec la Première Guerre mondiale, en 1914, la RDC a joué un rôle important parce que nous cultivions la quinine, les VA, les cacao, les riz et d'autres matières et nous étions parmi les premiers producteurs. Et tout ce que nous cultivions ravitaillait les militaires qui étaient au front. Ceux qui ont fait du business pendant cette époque, ils ont été riches parce que les riz qui étaient cultivés en RDC, les pommes de terre, les cafés, les quinquina, tous ils avaient des clients, surtout en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Et comme vous le savez, avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est la RDC qui a été toujours la solution parce qu'avec l'uranium qui a été vendu, a si terminé la guerre. C'est pourquoi vous devez connaître que la RDC est très importante aux yeux du monde. Avec le commerce de l'EVA, c'est toujours en RDC. Avec l'ivoire, c'est toujours en RDC. Avec l'uranium, c'est toujours en RDC. Même tous les cultures, c'est toujours en RDC. Alors, le jour de l'indépendance, vous devez savoir que
il y avait la France qui a donné de l'indépendance à ses colonies. La Belgique aussi était obligée de le faire. La France qui avait divisé son territoire à différents pays, on voulait faire de même avec la RDC, mais cela n'a pas été possible parce que Patrice Emery Lumumba s'était opposé à cela. Parce qu'il a dit que les colons ont travaillé pendant 80 ans ici en RDC et nous étions toujours ensemble. Comment pour la dernière minute on veut nous diviser? C'est pourquoi il avait été populaire pour cette idée et lors des élections, ils ont gagné les élections et il a influencé Patrice Emery Lumumba, il a influencé le Sénat et le Parlement et ils ont voté Joseph Kasavubu qui était le président. Mais suite à cela, il y a eu des mécontentements. Parce que la question, quand on dit l'indépendance, on voulait que les Blancs puissent laisser les peuples de la RDC de contrôler. Mais le grand problème, c'était les investisseurs, les entreprises qui étaient en RDC. À cette époque, parce que Joseph Kasavubu était content, il y avait quelques gens qui voulaient rester en RDC et ils avaient l'idée que l'on puisse balkaniser la RDC. C'est pourquoi pendant cette période, Joseph Kasavubu était à l'ouest, Patrice Emery Lumumba était dans la province orientale et le Kivu, et Moïse Tshombe était au Katanga, et Albert Kalonji au Kasaï. Même l'Équateur aussi, on voulait les balkaniser. Finalement, ils ont fait recours aux Américains parce que l'Amérique c'était la grande puissance et il fallait que l'Amérique puisse garantir leur investissement, que ces gens-là ne puissent pas perdre leur investissement. Vous savez, pour créer l'entreprise, parfois on prend des dettes. Et une fois on prend des dettes, on risque d'avoir des problèmes. Vous devez vous rappeler avec Laurent Désiré Kabila, il avait signé des contrats avec Banro. Avec la guerre, ils ont eu des problèmes. Ils voulaient changer de contrat. Finalement, la société Banro Corporation lui a mis au tribunal américain. Finalement, on nous a taxés et nous étions incapables de payer. C'est pourquoi on devrait terminer ces problèmes à l'amiable. C'était la même chose à l'époque de l'indépendance. Les investisseurs américains, les investisseurs britanniques, les investisseurs allemands qui avaient déjà investi ici en RDC, ils avaient des problèmes. C'est pourquoi ils devraient résoudre cela. Les Américains les avaient garanti qu'il n'y aura pas de problème. Parce que la Belgique aussi les avait appelés. Vous devez savoir que avoir l'étendue, c'est une chose, mais le mettre en valeur, c'est la même chose. Nous voyons ici en RDC des moines qui ont des étendues, mais pour mettre ces étendues en valeur, c'est un peu difficile. C'est comme ça que l'Amérique était ici en RDC. Ils se sont venus pour imposer la paix. Et vous devez savoir que la RDC était libre. Dans les chartes, on devrait avoir les libres d'échange, les libres de commerce et tout le monde devrait y participer. J'aimerais que vous puissiez savoir, pour faire les limites de la RDC,
ça n'a pas été facile, surtout au Nord Kivu. Parce que beaucoup de guerres commencent au Nord Kivu. Et les gens se posent pourquoi c'est là. Vous devez savoir que l'Allemagne, la Belgique et les Britanniques, ils sont allés pendant longtemps au tribunal pour résoudre les problèmes de délimitation au niveau de ces trois pays. Parce que les Britanniques voulaient avoir aussi de l'espace sur le lac Kivu, les Allemands aussi et la Belgique. Mais finalement, ils se sont attendus entre eux pour résoudre ces problèmes. Mais vous devez savoir que à cette époque, il y a un grand regret, c'est que la Belgique avait gagné le Nyiragongo et le Nyamuragira. Ce sont des volcans actifs et qui attirent beaucoup de touristes. Donc c'était un grand regret lorsqu'on avait délimité et que cette partie était au niveau de la Belgique. Même si les Britanniques n'ont pas eu accès, on ne les a pas donné une partie du lac Kivu, parce qu'ils commencent au niveau de l'Ouganda, les citoyens britanniques pouvaient venir sans problème au niveau du lac Kivu pour visiter ou pour se baigner. Donc si vous avez besoin de cette histoire, vous pouvez écrire un commentaire, nous allons donner des détails. Alors, avec l'arrivée de Mobutu, il avait promis qu'il va garantir les intérêts des investisseurs. Au début, c'était bon, mais Mobutu aussi, il a décidé. On lui avait donné beaucoup de moyens pour construire Inga et d'autres choses, mais finalement, il avait décidé les investisseurs. Avec la zaïranisation, avec le retour à l'authenticité, avec la rétrocession. Vous devez savoir qu'on voulait développer, on voulait émerger les business congolais, les hommes d'affaires congolais, mais malheureusement, ils n'avaient pas d'expertise et d'expérience managériale pour gérer les entreprises comme les entreprises de coton, de cacao, de l'EVA, de plantation, mais aussi ils avaient des difficultés, ils ne savaient pas par où on vendait les matières premières, mais aussi au cas où il y avait des pannes, où est-ce qu'on pouvait acheter les pièces de rechange. Donc c'était réservé aux colons. C'est pourquoi les gens qu'on avait donné ces plantations de colons, ils étaient dans les difficultés de les entretenir. Et ils se sont contentés de prendre les stocks qui étaient restés. Une fois fini, ils ont abandonné. Et c'est ce qu'on avait reproché à Mobutu de tuer l'économie congolaise. En 1990, il a été incapable de payer les fonctionnaires et il y avait des pillages et cela a irrité les bailleurs internationaux. C'est pourquoi à cette période, nous ne recevions pas des aides et nous étions dans l'incapacité. C'est pourquoi on nous dit l'article 15 de Brièvement. Et depuis sa chute de 1997 jusqu'à aujourd'hui, la RDC n'a pas encore retrouvé la vraie paix. Il y a toujours des violences, il y a des massacres, il y a des tueries. Donc, l'État n'a pas le monopole de toute la République démocratique du Congo. Parce que il y a beaucoup de groupes armés et les recettes de l'État s'échappent. Donc, c'est ça la situation. Nous allons continuer l'histoire de 1997 jusqu'à nos jours et expliquer comment les bailleurs, lorsqu'ils sont partis, qu'est-ce que nous sommes devenus.
c'est très important que vous puissiez connaître cette histoire. La première des choses, vous devez savoir, à cette période, on avait donné le monopole à certains gens, mais aussi, on voulait mettre en valeur la RDC. Oui, c'est fait, mais le pourcentage par rapport à l'étendue de la RDC est trop minime. Mais aussi, nous avons perdu la confiance des bailleurs internationaux. Alors, nous allons vous parler de la suite de l'histoire pour que nous puissions vous dire comment encore nous pouvons conquérir le cœur, séduire les partenaires, parce que même s'ils sont partis, ils savent que le potentiel se trouve en RDC. La main d'œuvre se trouve en RDC. Donc nous sommes la solution au monde. Même le système actuel où on nous dit les batteries électriques, la protection de l'environnement, c'est toujours en RDC la solution. Donc, il ne peut pas y avoir de vrais développements, de vraies protections de l'environnement sans que la RDC puisse être acteur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans la deuxième partie.